Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Presse Éco, la tribune qui vous permet donc de revivre les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec les commentaires, les débats et les discussions de nos invités qui sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, donc, nous refusons l'actualité. Aujourd'hui, nous allons évoquer un ensemble de sujets au plan national. D'abord, la question sécuritaire avec cette attaque sur l'axe Foubé-Baksalgo qui a fait 11 morts, dont 6 FDS et 5 civils. Nous allons donc revenir sur ce sujet. Et puis, second sujet, ici, la question des élections de 2020, 22 novembre 2020. Des appels déjà sont faits pour demander donc le report de ces élections au regard donc la situation sécuritaire nationale. Et puis, troisième sujet, c'est la question sanitaire avec le Covid-19. On a les chiffres on va dire, qui sont de plus en plus des chiffres d'espoir. 765 cas, 53 décès, 70 actifs. Nous revenons donc sur ce sujet. Et puis, il y a beaucoup de monde qui a été donc déclaré zone où le dernier cas, en tout cas, a été donc fait négatif a été donc connu. Et puis, en international, c'est le Mali avec cette grande manifestation pour demander la démission de Ibeka, le président malien. Nous allons discuter de ce sujet avec mes invités. D'abord, Vokouma Joachim, il est directeur de publication de Kasseto.net. Merci, Vokouma, d'être sur ce plateau. À ma droite, Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur, il est président donc, du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du Forum, qui est le Forum alternatif des citoyens, juste à gauche d'Évariste Faustin Concebo, Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendre, qui est un hebdomadaire, un bimensuel, qui paraît au Burkina Faso, un bimensuel d'investigation et d'actualité. Merci d'être sur ce plateau. Et puis, dernier invité, Issaka Lengani. Issaka Lengani est donc journaliste, il est directeur de publication de l'Opinion. Merci à vous que vous nous faites le plaisir d'être avec nous tous les dimanches. Merci de suivre cette émission. On va donc commencer avec cette situation sécuritaire qui... on en a déjà parlé la semaine dernière, une situation sécuritaire de plus en plus alarmante avec cette dernière attaque qui a fait 11 morts, dont 6 FDS, des gendarmes notamment, et puis 5 civils. En plus, c'était un convoi, on dit humanitaire, on dit sanitaire. Inoussa Ouedraogo. Ce qui est arrivé à Barsalgo est une fois de plus déplorable. On prie pour le repos de l'âme de ceux qui sont tombés. Et un message d'encouragement aussi aux familles. Maintenant, j'ai vu aussi que celle qui représente la coordonnatrice du programme des Nations Unies au Burkina a indiqué que ce n'était pas un convoi humanitaire parce que les convois humanitaires, à leur niveau, il n'y a pas de militaires qui accompagnent. Mais que ce soit convoi humanitaire ou pas, c'est des gens qui sont morts. Et cela nous interroge encore une fois de plus sur comment nous devons travailler à faire en sorte que cela n'arrive plus et comment nous devons nous donner la main pour trouver des solutions idoines à la question sécuritaire. Et c'est un problème de tout le monde, je l'ai toujours dit. Et il convient que l'ensemble des Burkinabés se parlent et qu'ils se donnent la main pour qu'on aboutisse à une sortie de crise parce qu'il y a eu suffisamment de morts. Il faut nécessairement aussi encourager les FDS. Il y a des efforts qui sont faits, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Il faut faire en sorte que ces hommes et femmes qui tombent sur le champ du combat soient pris en charge et leurs familles soient pris en charge entièrement par l'État burkinabé. Ce sont des éléments qui, à mon avis, peuvent contribuer encore à galvaniser les troupes au front parce que, évidemment, il y a des gens qui s'interrogent tous les jours de savoir je meurs pour mon pays, mais en contrepartie, qu'est-ce qui sera fait pour mes enfants, pour mes orphelins, pour ma veuve, etc. Donc, ce sont des questions de fond que nous devons regarder tout en travaillant toujours à améliorer nos programmes et nos plans de sécurité. Ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, peut-être moral de la chose, mais l'aspect purement militaire, stratégie. Comment se fait-il qu'un convoi donc sanitaire, parce qu'il y avait une ambulance qui transportait des malades, escorté par des militaires, tombe tout de suite tombe dans une embuscade, et puis finalement, on en arrive à une situation où ceux qui étaient chargés d'escorter n'arrivent pas à réellement protéger
le convoi. Est-ce que ça ne pose pas un problème en termes de capacité de nos forces, en termes de renseignement même pour aller tomber? Parce que de plus en plus, ce sont des embuscades qu'on entend dans des zones qui sont considérées comme des zones à haut risque. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème à ce niveau? Je ne crois pas que ce soit un problème de capacité de nos FDS. Peut-être un problème d'information, de renseignement, oui. Je pense, à mon avis, qu'on manque d'informations parce que, évidemment, pour réussir ce genre de guerre-là, on ne peut pas avancer sans avoir un minimum d'informations. Donc, le renseignement peut avoir manqué, mais c'est une chose qui peut arriver à n'importe quelle armée du monde. Voilà, quelles que soient vos capacités, il vient des moments où il y a toujours des faiblesses. Mais comme je l'ai dit, voilà pourquoi nous devons toujours travailler à nous améliorer et faire en sorte que la question sécuritaire ne soit pas seulement l'affaire des militaires, que tout le monde puisse s'impliquer. Parce que les militaires ne sont pas forcément sur le terrain, ils n'ont pas peut-être les hommes qu'il faut pour être partout en même temps, mais les populations qui sont plus ou moins dans ces localités-là pourraient évidemment contribuer à prendre en charge un certain nombre de questions, notamment liées aux questions des renseignements. Et c'est ensemble donc que nous allons parvenir à des solutions beaucoup plus idoines. Évariste, c'est la même question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème stratégique sur le terrain réellement quand on voit ça? C'est clair qu'il y a un problème de stratégie, un problème de capacité. Et ces capacités peuvent se décliner en termes de ressources. Mais les ressources, comme on dit, c'est vrai, moi j'ai toujours entendu, oui, il faut que les populations collaborent, mais si on ne crée pas les conditions pour que les populations collaborent, elles ne vont pas collaborer parce qu'elles vont risquer leur vie. Côté stratégie, vraiment, je ne sais pas, c'est nul, excusez-moi de le dire. Hein. On me dit, oui, les gens font irruption dans une zone de forêt. Mais pendant le coup-feu, on a vu la base aérienne ici, les agents de la base aérienne sortir pour faire respecter le couvre-feu. Mais quel est le rôle de la base aérienne ? Dites-moi bien, c'est de quadriller le territoire et notamment dans les zones, pendant ces temps de conflit, d'insécurité, la base aérienne doit être capable, on doit identifier ces zones-là parce que quand des gens ils étaient lourdement armés, comment des gens qui sont lourdement armés arrivent à se planquer? Ben Laden était dans des grottes, hein, on l'a enfumé, on l'a fait sortir. Même à l'Est, on dit que c'est dans une zone de forêt, on peut les enfumer et puis les faire sortir. Mais moi, je vous dis que c'est d'abord une question de stratégie, une question aussi de capacité, une question de volonté. Ce n'est rien d'autre. Beaucoup, José? Je vais d'abord noter, au-delà de la polémique, le communiqué publié par la Croix-Rouge pour dire qu'il n'était pas escorté par des FDS. Je vais quand même noter ce qui s'est passé est extrêmement grave. Parce qu'un convoi humanitaire, vous voyez, sur les véhicules des convois humanitaires, là, il y a les insignes. Mais il y a des représentante résidente du système des Nations Unies, la coordonnatrice, a dit que ce n'est pas un convoi humanitaire. Oui, mais même sur les convois humanitaires, il y a des insignes visibles. C'est-à-dire, ça montre que ce n'est pas un convoi ordinaire. C'est des convois, on voit les logos des Nations Unies, du HCR et de la Croix-Rouge. Donc, ce sont des signes distinctifs qui montrent que ce convoi-là, ce n'est pas un convoi ordinaire. C'est un convoi exceptionnel qui a un but humanitaire. Et ça montre l'inhumanité de ces gens-là. Oui, mais ici, on dit que ce n'est pas un convoi humanitaire. Comment on pourrait avoir donc ces effigies et autres là? Non, c'est un convoi humanitaire, mais dit que ce n'est pas escorté par les Non, je reprends ce que Madame la coordonnatrice a dit. Elle a dit que ce n'est pas un convoi humanitaire et que d'ailleurs, les convois humanitaires, aucun convoi humanitaire n'a été attaqué et que d'ailleurs, les convois humanitaires ne sont pas escortés par l'armée burkinabé pour question de neutralité. Oui, bon. Donc, il ne s'agit pas d'un convoi humanitaire. Oui, bon. Peut-être sanitaire. Parce qu'il y avait une ambulance quelque part. Oui, mais de toute façon, ce n'était pas un convoi ordinaire. Il y a des insignes qui étaient sur ce convoi-là. Et toute personne qui voit ces convois-là savent qu'ils transportent des gens ou transportent du matériel pour apporter du secours à d'autres personnes. Vous connaissez l'expression, on ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur une ambulance. Il y a même dans la guerre, il y a des limites, il y a des règles à respecter. Est-ce que on n'est pas en train de faire la morale, la guerre classique, la guerre conventionnelle où il y a des règles, le droit humanitaire à respecter? Est-ce que ces gens sont des terroristes? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça montre le niveau d'inhumanité de ces gens-là, de s'attaquer à des gens qui vont porter secours à d'autres personnes. Et aussi, ça montre aussi, quand même, ça interpelle aussi, ceux qui sont prompts à critiquer les forces de défense et de sécurité lorsqu'ils utilisent des moyens à leur niveau pour protéger
les populations, pour protéger les convois, en dénonçant des attaques ou des bavures ou je ne sais pas quoi. J'ai dit ça la dernière fois. On est en face des gens qui n'ont rien à foutre du droit, qui n'ont rien à foutre même de la vie humaine. Vous voyez, pour eux, mourir, c'est même une extase. C'est-à-dire, c'est une jouissance pour eux de mourir. On n'est pas dans le même registre humain. On n'est pas dans le même registre humain. Et avec ces gens-là, il n'y a pas de discussion possible. Donc, ce qu'ils viennent de faire, on en a parlé la semaine dernière, quand ils ont fait irruption dans le marché à bétail de Kopian-Biga pour tirer sur des gens qui sont venus tranquillement commercer, vendre leurs marchandises, acheter. Et c'est la même chose. Oui, mais justement, quand on regarde ça, on est face à une guerre asymétrique. Et quand, par exemple, quelle est la stratégie militaire qu'on applique vis-à-vis de ça? Par exemple, si un convoi escorté, une ambulance escortée, ça suppose qu'il y a un risque qu'il soit attaqué. Maintenant, le problème, c'est quand l'attaque se fait et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment il y a rien en face, il n'y a pas vraiment quelque chose. Moi, je me garderai de Est-ce que ça veut dire que ceux qui attaquent sont hyper armés, est-ce qu'on met tous les moyens technologiques même qu'il faut pour protéger les convois et ceux qui escortent les convois? Moi, je me garderai de donner des leçons de stratégie militaire à des militaires, des gens qui font leur métier, c'est leur métier. Je ne connais pas grand-chose en art militaire. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que le pays est vaste. Lorsque vous prenez un parcours sur 100, 200 km, on ne peut pas, je veux dire, les gens ils apparaissent n'importe où, n'importe comment, dans des zones imprévisibles. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut mettre tout un dispositif pour prévenir tout ça? Je ne sais pas. Ce qui est évident, c'est que le dispositif qui est en place actuellement n'est pas encore à la hauteur pour éradiquer tout le phénomène terroriste. Alors, Lengali, il y a des rescapés qui se sont exprimés. Apparemment, on avait peut-être autour de 200 personnes. Dans la savane, 200 personnes qui circulent avec des motos et tout ça qui ne sont pas aperçues nulle part. Est-ce que c'est notre réseau de renseignement aujourd'hui qui a peut-être un problème? Je pense qu'effectivement, il y a un véritable problème. D'abord, effectivement, autant de personnes qui se déplacent, qui ne peuvent pas être identifiées rapidement, qui ne peuvent pas être localisées, qui ne peuvent pas être surveillées, c'est quand même compliqué. Ça pose quand même un sérieux problème. Mais je voudrais dire que, tout en n'étant pas militaire et en ne voulant pas faire la leçon à nos grands stratèges militaires, je dis que c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que un convoi qui a attaqué, je me dis qu'un convoi qu'on envoie, des hommes qu'on envoie escorter des gens, on doit prévoir au minimum à l'arrière des gens pour les secourir. Moi, je pense. Le minimum, ce serait ça. Prévoir quelque chose. On sait qu'ils sont en zone dangereuse, ils vont pour une mission dangereuse. On ne peut pas ne pas prévoir à l'arrière quelque chose pour ces gens-là. On ne peut pas les laisser aller comme ça. Or, apparemment, c'est ce qui se passe. Puisque les gens font leur forfait, ils ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Et puis, personne ne vient au secours. De griller de la volaille sur place. Voilà. Donc, selon ce qu'une rescapée a raconté, voilà. Ils se sont même emparés de volailles qu'ils ont donc fait sur place du barbecue. C'est ça. Et ça, je dis que ce n'est pas ce même problème d'incapacité, c'est une question d'incompétence notoire. Et ça, on ne peut pas vendre comme ça la vie de nos enfants. Je le dis avec tout le sérieux qu'il faut parce qu'on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas envoyer un convoi et ne rien prévoir pour appuyer. Ce n'est pas possible. Dans toutes les armées du monde, c'est le minimum qu'on puisse faire. Pourquoi on ne fait pas ça au Burkina Faso? On ne veut pas qu'on dise que les gens, au niveau de la stratégie, les gens sont nuls. Je dis non. Ensuite, je voulais dire, il faut qu'on fasse attention. Il faut mener une véritable enquête sur cette affaire. Est-ce un convoi humanitaire ou non? Parce que si c'est un convoi humanitaire, c'est un cas extrêmement grave, effectivement, qui pose, comme Jouffman le dit, la question même de l'humanité de ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Quoique je ne doute même pas du tout que ce soit, de mon point de vue, c'est des gens vraiment inhumains. Mais allez jusqu'à ça, mais parce que aussi, on sait, pour avoir suivi la guerre d'Irak, on a vu les Américains qui ont utilisé la presse pour pouvoir faire des percées. Et finalement, la presse était devenue des cibles pour les gens d'en face. Est-ce qu'ici, on n'est pas dans un cas où on a utilisé effectivement l'humanitaire pour faire autre chose? Auquel cas, ce serait extrêmement grave.
C'est pas aujourd'hui. Quand on écoute la coordonnatrice du système des Nations Unies au Burkina, elle estime qu'on n'utilise pas l'armée pour ne pas exposer. Exactement, oui, c'est ça que je dis. Oui, du moins, elle dit que pour rester neutre. Donc, ça voudrait dire qu'il y a le risque d'engager les militaires. Oui, effectivement, les convois humanitaires ne sont jamais protégés. Ce n'est pas ici, c'est pas pour Burkina Faso. L'humanitaire a décidé ainsi pour effectivement ne pas donner l'occasion à l'adversaire d'attaquer. Parce que l'adversaire peut dire, on n'attaque pas ce n'est pas le convoi qu'on attaque, mais c'est ceux qui gardent qu'on attaque. Donc on évite, pour éviter ça, les convois humanitaires sont signalés à toutes les parties et traversent normalement sans être attaqués. Maintenant, si vous utilisez des moyens humanitaires pour faire autre chose et que les gens en face sont au courant, ben effectivement, ça crée des problèmes. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse et c'est pour ça que je dis il faut que les enquêtes soient menées pour situer effectivement ce qui s'est passé effectivement au cours de cette action. Non, moi je voudrais quand même revenir sur certains éléments avec une grande sérénité, mais c'est quand même assez déroutant et décourageant et en même temps affligeant. Souvenez-vous quand même que plus de 4 ans après, nous en sommes toujours à appeler ces gens qui viennent nous attaquer de, comment on les appelle encore, personnes non identifiées. Attendez, ça ne fait pas sérieux. Nous sommes dans un État, dans une république normale, dans un État normal, 4 ans après, des gens qui viennent vous attaquer avec tout le lot de morts, de déplacés, on utilise toujours c'est des personnes non identifiées. Moi, les excuses du genre le pays est vaste, ça ne marche pas parce qu'il y a d'autres thèses qui peuvent battre ça en brèche. Il y a des pays qui sont 1 million de fois plus grands que le Burkina. Un souris ne peut pas traverser. Cette question, par exemple, on a vu qu'il y a des commerçants qui tracent aujourd'hui le transport de leur cargaison depuis Lomé jusqu'à Ouagadougou. Ils sont à Ouagadougou, ici par exemple, avec le moyen de télédétection et tout. Donc on se pose des questions quand même sur les moyens utilisés pour faire plus sérieux. Pour faire plus sérieux, ça je dis bien droit dans les yeux, il faut redéployer les FDS dans ces zones à risque. Et il faut forcément que notre armée de l'air s'implique dans la bataille parce qu'ils doivent être au cœur du dispositif, ça je le dis. Ouais. Il faut réorganiser tout ça là et vous allez voir que les choses vont bouger. Moussa, quelque chose pour terminer? Non, ça va. D'accord, merci. On continue? On peut quand même ajouter... Okay. Oui, je voudrais dire que, vraiment, tout en reconnaissant les efforts qui sont faits au niveau de nos forces de défense et de sécurité, il faut attirer leur attention sur le fait qu'il y a... Beaucoup a parlé tantôt de l'inhumanisme de ces gens-là. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ce n'est pas une raison, ça ne peut pas justifier que notre armée ait un certain nombre de comportements. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'en face, on a affaire à des sauvages, à des gens qui n'ont aucun respect de la vie humaine. Ce n'est pas parce qu'on a affaire à ces gens-là qu'on doit se comporter d'une manière équivoque vis-à-vis du droit humanitaire, vis-à-vis des règles d'engagement des armées. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui crée un courant d'air. Quand vous en arrivez à faire comprendre que, disons-le clairement, même n'importe quel civil, tout peuple, par exemple, est un adversaire potentiel, mais en ce moment de renseignement, comment vous pouvez faire de renseignement avec les autres qui ne sont pas concernés? Ça, c'est de deux. Je le dis. C'est très souvent en réaction, parce que ces gens-là communiquent. C'est de la communication qu'ils font. Et ça, on a mis du temps avant de le comprendre, mais ils n'agissent pas au hasard. C'est-à-dire, quand ils posent un acte, si vous recherchez, vous pouvez trouver les causes dans notre même façon d'agir. Ils tirent profit des failles de l'État. C'est ce qui se passe. Et je dis, quand par exemple, les gens ont l'impression qu'il y a des gens qui sont stigmatisés, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à carreau. Il nous a dit, la bataille, c'est nous tous ensemble. Ou nous sommes tous ensemble pour vaincre, ou alors nous allons continuer à souffrir. Et pour être tous ensemble, nous ne devons pas nous comporter comme ces animaux-là. Ce n'est pas possible. Leur action ne doit pas être des excuses pour nous. D'accord. Voilà, je peux juste dire un mot sur la stigmatisation, parce que bon, c'est un sujet sur lequel il faut être extrêmement prudent, faire beaucoup d'attention. Il y a des zones où on voit qu'il y a des communautés qui travaillent ensemble. Mossi, Gros Marché, Peul, Zaoussé, tout ça. Et les autres, ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes, quel que soit leur bord ethnique.
Considérés comme terroristes. Considérés comme terroristes. Pas les autres, oui. Oui, donc, considérés comme terroristes. Et à l'intérieur, vous avez tout. Des Peuls, des Moussis, des Gourmatiers, des... Voilà. Vous comprenez? Donc, quand on parle de stigmatisation, moi, je veux bien qu'on soit beaucoup plus précis, dans des cas bien précis, où... moi, j'ai assisté à plusieurs conférences de presse du CISC. L'avant-dernière fois, il y a des témoins qui étaient venus. Bon, on ne va pas revenir dessus, mais c'est pour dire... Non, j'ai fini. Je finis, s'il te plaît. J'ai rencontré un témoin, Morifone, qui m'a raconté... du moins, il ne m'a pas raconté, parce qu'il n'a pas vu ce que j'attendais, il n'a pas vu. Il m'a dit, voilà ce que j'ai vu, c'est mon fils qui était blessé. Moi, j'ai pris mon fils, je suis allé à l'hôpital pour le soigner. Donc, ce qui s'est passé, je n'ai pas vu. Du coup, j'étais un peu, j'étais embêté. J'étais allé voir quelqu'un qui a vécu un événement, qui a vécu un drame et qui doit me raconter des choses et qui me dit complètement le contraire. Donc, il faut faire attention lorsqu'on parle de ce sujet-là, quand on parle de stigmatisation. Aujourd'hui, quand on dit stigmatisation, on pense aux peuples, mais il y a d'autres aussi qui sont stigmatisés. Oui, d'accord. La question ici, c'est de savoir que la stigmatisation, peu importe comment on l'évoque, mais la stigmatisation est un problème, dans la mesure où il y a un ressenti qui est créé dans les communautés concernées, et en retour, ces communautés-là peuvent être un maillon faible donc, du système de renseignement. Je crois que c'est là la question. Vous savez, dans certaines régions de l'Est, là, il y a des chefs Peuls qui travaillent avec des chefs Moussi, Gourmati, pour lutter contre des terroristes. J'ai rencontré des familles qui m'ont raconté comment des terroristes sont venus. Merci beaucoup pour cette précision. C'est pour dire simplement que la question de la stigmatisation... Les terroristes, oui, je pense qu'on va... C'est ça. La question... Le terroriste là n'a pas d'ethnie. Merci beaucoup. On va s'arrêter à ce niveau-là. Je réponds en disant qu'il y a des chefs Peuls qui travaillent avec des Gourmachés contre les terroristes. Pourquoi donc voudrait-on qu'un Peul soit un touriste? Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est ça la stigmatisation. Merci Lengani, c'est compris. Je crois que la question est très bien comprise. Les populations travaillent, les communautés travaillent ensemble, mais il y a des terroristes aussi à part. Il faut éviter donc les amalgames, et puis c'est tout. Il y avait des Sawadoua à Rayongo, bien sûr. Merci à vous. On continue sur le second sujet qui est plus politique et qui concerne la présidentielle, l'élection couplée donc de 2020, de novembre 2020. Des partis politiques, des organisations politiques ont appelé au report de ces élections. On va citer donc l'ONA, qui est l'organisation l'opposition, donc plutôt l'opposition non affiliée donc au CFOP, et puis des partis comme l'UNDD, des partis comme l'UNDD, le FASO, autrement d'Ablassé Ouedraogo, Herman Yamero, qui ont également aussi animé un point de presse sur le même sujet, selon donc l'ensemble de ces acteurs, vu la situation sécuritaire du pays, des zones qui sont inaccessibles, alors il faut plutôt privilégier la recherche des solutions nationales, du renforcement de l'unité nationale avant d'aller à des élections. Vogouma ? Oui, effectivement, on a suivi ces différentes sorties. L'opposition non affiliée, avec le chef de file qui est professeur Soma. Après la conférence de presse, ils sont allés rencontrer le président de la CENI. Pour expliquer leur démarche. Je crois qu'ils ont expliqué qu'ils ne sont pas contre les élections, mais dans les conditions actuelles, il vaut mieux faire autre chose. Il y a Herman Yamuro, Ablassé Ouedraogo, et puis un troisième dont le nom m'échappe, aussi qui parle au nom, je ne sais pas si c'est au nom de la CODER, ou c'est parce qu'ils sont membres de la CODER, mais je ne sais pas si c'est la position de la CODER qu'ils sont en train d'expliquer. Je crois qu'à il y a un amalgame, il s'agit des partis intitulés personnels, je crois. Ce n'est pas la CODER, parce que la CODER compte aussi le CDP qui est bien de l'autre côté en train de vouloir aller aux élections. D'accord, c'est une clarification qu'il fallait faire. Parce que, leur objectif, c'est quoi? Leur préoccupation, c'est actuellement, il y a l'insécurité, il y a des zones qui sont hors de contrôle. Donc, la priorité n'est pas les élections, il faut passer, procéder d'abord à la lutte contre le terrorisme, ramener la sécurité avant les élections. Ce n'est pas la priorité. Bon. C'est un débat qui n'est pas nouveau. Ceux qui disent qu'il faut reporter les élections, ça, ce n'est pas un discours qui est nouveau. Mais sur ce point, moi, je suis toujours constant. Nous sommes face à une crise sanitaire qui, heureusement, est en train de finir.
de bois, tape de bois. Hein? Ensuite, il y a la crise, touche du bois, comme on dit. Il y a la crise sécuritaire. Mais si on tombe dans une crise institutionnelle, parce qu'il n'y a pas d'élection, on va encore avoir beaucoup plus de difficultés pour s'en sortir. Pour une raison simple. Moi, je préfère avoir un gouvernement, un président à qui je peux demander des comptes. Vous voyez, là, on pointe du doigt l'absence de résultats concrets dans la lutte contre l'insécurité. C'est des gens qui nous écoutent et ils savent que c'est eux qui nous interpellons. Si on tombe dans un vide constitutionnel, dans un vide juridique, on va tomber dans une crise et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver pour faire une assemblée constituante, alors, une transition. L'ONA, pour aller très vite sur ce sujet, l'ONA propose de faire une transition. Oui, voilà. Bon, une transition qui va durer combien de temps? Vous savez, la transition qu'on a vécue récemment, vous avez vu comment ça a failli déraper. C'était parti pour 1 an, ça a failli déraper avec le coup d'État. Et pendant ce temps-là, toute la question de la sécurité va continuer. Et qui va s'occuper de ça durant ce temps de flottement-là? Même avec un gouvernement qui est installé, vous voyez qu'on a des difficultés. Si on rentre dans un gouvernement, dans une période de flottement, d'instabilité, de flou, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quand est-ce que les élections vont avoir lieu, on ajoute encore une crise, nouvelle crise à d'autres crises, et je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc, mais eux aussi, également, ceux qui le disent, ils disent aussi qu'aller à des élections dans ces conditions, c'est également contribuer à approfondir davantage la crise parce que les institutions qui vont en sortir seront illégitimes du fait que beaucoup n'ont pas participé. Bon, quand vous prenez je ne sais pas s'ils vont appeler au boycott ou certains vont appeler au boycott ou ne pas participer, mais quand vous prenez les élections, moi j'ai toujours dit, à part les élections de 1978 et de 2015, c'était moins des élections qui n'ont pas été remis en cause ici, dans ce pays. Il n'y en a pas. Il y a toujours eu des recours, des contestations, et ça a toujours été comme ça. Mais ça ne veut pas dire que voilà, le gouvernement qui s'est mis en place ne s'est pas installé, n'a pas travaillé, n'a pas donné des résultats. D'accord. Donc, bon, moi je suis je préfère qu'on améliore ce qu'on a, plutôt que de tomber dans un vide, dans l'inconnu total, parce que là, c'est la porte ouverte à toutes les fins. Lengani, sur cette question, mais aussi, il y a certains qui, sur le profil des acteurs qui demandent, en fait, qui posent ce problème, il y a certains aussi qui se posent des questions sur leur représentativité politique. Quand on prend l'ONA, c'est pratiquement des partis qui n'ont jamais fait des élections. Les autres partis, que ce soit le Faso Autrement ou le NDD ou autres, c'est des partis qui ne sont pas sur le plan du suffrage, qui n'ont pas de représentants au niveau local, au niveau national, etc. Est-ce que ça aussi, c'est une question qui peut jouer contre leur position? Moi, je pense tout au contraire. Ça joue pour eux. Ça veut dire que c'est des gens qui pensent à la patrie uniquement, qui n'ont pas de buffet à défendre, de députés, de postes de députés, de ministres ou de conseillers à défendre. Donc, c'est des gens qui pensent d'abord au Burkina Faso, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier. Alors que les autres, on peut dire qu'ils ont des intérêts particuliers, de conseillers à défendre, de maires, de députés, de ministres, etc., et de présidents. Eux, ils n'ont rien. Ils disent, ne faisons pas parce que le pays n'existe pas aujourd'hui. Mais en même temps, moi, je me dis que le problème est le suivant. Le régime actuel est incapable de sortir le Burkina Faso de cette affaire. Ça, c'est un fait mathématique évident. Le pouvoir actuel est incapable de sortir le Burkina Faso de la crise sécuritaire et de la crise générale que le pays connaît. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les élections pour pouvoir qui arrivent. Il y a aussi éventuellement d'autres moyens pour trouver un consensus national. Moi, je suis pour cet avis-là. C'est-à-dire rechercher entre nous Burkinabés comment arriver à un consensus qui va permettre effectivement de résoudre ces problèmes. Étant entendu que nous savons tous que le pouvoir qui est actuellement là a montré ses limites évidentes. Mais les gars, est-ce que ce n'est pas donc le moment, si le pouvoir il a montré ses limites et qu'il est jugé sur son programme, sur ses capacités, sur ses promesses, pourquoi ne pas attendre donc cette occasion au lieu de prolonger la survie ou la longévité de je vais aux élections. Pourquoi ne pas aller le battre aux élections carrément et puis pour ceux qui peuvent donc venir gérer le pays. Exactement. On va aux élections. Et les élections, c'est quoi? Je suis un observateur, je vois ce qui se passe. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui,
en matière de confection de CNIB, d'enrôlement, le MPP et ses alliés sont dans une vaste opération profondément illégale, mais contre laquelle personne ne peut rien. Des CNIB sont fabriqués dans des cours, des listes sont faites, des CNIB sont subventionnés. On sait que les partis subventionnent massivement la confection des CNIB sur des listes qui sont ensuite remises. Il y a des zones où on a amené des listes carrément remettre au jardin de Kitla pour dire faites ça d'abord. Et les gens ont dit non, il n'est pas question. C'est que l'opposition en avait fait donc un point lors d'une de ses conférences de presse. Donc c'est pour dire les élections qui viennent. Et souvenez-vous, ce même parti au pouvoir là, à un certain moment, il était contre la tenue des élections. Il a fait sortir ces petits internautes, ces petits partillons autour là, pour dire non, on ne peut pas aller aux élections, la situation sécuritaire, etc. Pourquoi brutalement ces gars-là se retrouvent à dire on va aux élections? Parce que le président l'a dit. Je peux juste réagir par rapport au CNIB. Bon, j'apprends qu'il y a des CNIB qui sont fabriqués dans des cours, mais jusqu'à présent, la qualité, la fiabilité de la CNIB du Burkinabé n'est pas remise en cause parce que c'est l'ONU qui fabrique. Il y a des subventions, ça tout le monde le sait, des subventions pour fabriquer des CNIB à destination de militants. Est-ce que vous, il est normal qu'un parti politique fasse des listes de gens et subventionne pour ces militants? Est-ce qu'il est normal? Non, on en a déjà parlé de ça. La CNIB étant la pièce d'identité, j'allais dire, républicaine. Est-ce qu'on peut mettre une coloration partisane derrière ça? Non, a priori non, mais malheureusement ce n'est pas nouveau. En 2010, on a vu ça. On a vu comment les gens ont fabriqué des CNIB qui ont distribué jusqu'à la veille des élections. Mais ce que Lengani dit, c'est extrêmement grave. Je veux dire, si c'est effectivement avéré qu'il y a des gens dans ce pays-là qui fabriquent des CNIB dans des cours... Je ne crois pas que c'est ce que Lengani voulait dire. Je ne crois pas que c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait simplement... Je vais laisser s'enfoncer. Je voulais plutôt parler des... J'ai noté ce qu'il a dit. Je pense qu'il parle plutôt de ce que l'opposition a eu à dénoncer ici, parce qu'on ne voudrait pas qu'on dise ici qu'on fabrique des pièces. Ce n'est pas juste de le dire. L'opposition en a parlé. Il est question de dire que des listes sont faites, des gens parrainent, des confections de pièces, etc. Je crois que c'est ça la question. Avant de venir à toi, rapidement, Inoussa, vous avez aussi cette question des élections qu'il faut reporter pour questions de sécurité, etc. Il y a la question des institutions également qu'il faut pourvoir donc, de nouvelles légitimités, mais il y a aussi la question sécuritaire. On a vu récemment qu'à l'Est, la CENI a déclaré dans au moins 3 provinces qu'elle ne peut pas faire le recensement, donc il ne peut pas avoir d'élection. Est-ce que si, dans cette tendance-là, on ne retrouvera pas un corps électoral qui ne reflète pas réellement la volonté, ou en tout cas ce qu'il faut pour donner toute une crédibilité à une élection? Bon, moi j'ai toujours dit que les élections n'étaient pas une priorité nationale. J'ai la faiblesse de le croire et je le maintiens. Les Burkinabés, ce n'est pas ça leur préoccupation. Aujourd'hui, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'eau potable, ils ont besoin de stabilité pour faire leurs affaires, etc. D'éducation de qualité et de santé aussi. Mais comme il faut nécessairement aller à des élections, ceux qui défendent la position selon laquelle effectivement la situation sécuritaire rend difficile l'organisation des élections n'ont pas tort. Ceux également qui posent la problématique de la légitimité ou de la nécessité d'aller vers une transition, pour eux ce n'est pas intéressant. Je pense que leurs arguments aussi sont défendables. Mais le plus important, c'est que nous avons affaire à des adultes, à des personnes majeures. Et j'ai la faiblesse de croire aussi qu'ils sont patriotes et qu'ils aiment ce pays-là. Oui, et qu'ils pourront trouver ensemble... En tant qu'observateur, journaliste, mais éditorialiste, c'est ce que je dis. Quelle est ta position? Parce que là, je n'ai pas de position. J'ai dit que les élections ne sont pas une priorité. Ces personnes adultes sont divisées. Tu viens de le dire, il y en a qui disent qu'il faut faire parce que... Et tu donnes raison à ces personnes. Il y en a qui disent on ne peut pas parce que... Et tu donnes raison. Maintenant, quelle est ta position? Pour aider peut-être les deux groupes à s'entendre. Moi, je n'ai pas à aider. Je ne suis pas un homme politique. Moi, je suis un journaliste. Ils sont suffisamment majeurs. Ils vont prendre la décision qui convient. Voilà pourquoi j'ai dit j'espère et je pense qu'ils sont suffisamment patriotes pour mettre l'intérêt du pays au-dessus de leurs propres intérêts politiques égoïstes. D'accord. Et si c'est le cas, évidemment, ils vont se retrouver, ils vont discuter et ils vont trouver le minimum de consensus
pour aller vers, en tout cas, ce qui est bien pour Dans le cadre du Burkina. dialogue politique, par exemple, qui existe déjà. Par exemple. Ils discutent des questions électorales, des questions... C'est possible. On peut l'élargir aux organisations de la société civile et à d'autres forces vives de la nation, mais je pense que nous devons nécessairement discuter. Voilà, c'est ce que je vais dire. Sinon, pour moi, la priorité aujourd'hui, ce n'est pas les élections. Ça, c'est ma position. D'accord. Merci, Inoussa. Évariste Fossé-Concebo, sur la question, est-ce que, quand on regarde en fait la démarche de l'ONA, la démarche isolée donc de ceux qui réclament ici et là le report des élections avec des arguments qui tiennent pour certaines personnes, est-ce que cela ne crée pas un problème au niveau de l'opposition? On va, par exemple, une ligne de démarcation entre l'opposition du CFOP qui est donc à cheval sur le processus pour qu'il soit un processus crédible, pour qu'il y ait des élections crédibles, donc porté vers l'organisation des élections, et une autre opposition, qu'elle soit affiliée ou non affiliée, qui également rouille dans les brancards. Bon, dans tous les cas, les deux partis, que ce soit opposition affiliée ou opposition non affiliée, quand même, posent un problème de fond. Mais c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus surpris, mais pas aussi surpris que ça, parce que les partis qui sont en fait autour de l'ONA, moi, je les appelle les intermittents de la politique, hein, parce que bon, c'est des partis qu'on voit, parce que c'est vrai, on a traversé les 4 années, étaient difficiles. Il y a des partis qu'on n'a même pas vus, on n'a pas senti. Donc, en revanche, il y en a qui étaient à côté du peuple, qui ont accompagné le peuple, ça là, eux là, ouais, ils sont quand même. C'est vrai, contrairement à quelqu'un qui pense que ils ne sont pas intéressés. Bon, d'une manière ou d'une autre, quand on est parti politique, on est forcément intéressé. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que les deux ont des positions, mais le fond, c'est le même si on veut voir, parce que ça pose la question de la possibilité de la tenue des élections. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec Bokuma quand il dit qu'il y a en dehors de 78, je ne sais pas quelle année, 2015, mais c'est des histoires. En 78, même en 2015, on n'avait pas le nord, le centre-nord, le Sahel et l'Est en proie à des attaques. On n'avait pas de déplacés. Le contexte n'était pas du tout le même. Donc, et même à l'heure actuelle, on est dans l'incapacité, la CENI est dans l'incapacité de vous donner les proportions de... La contestation des non, résultats. mais même ça, mais c'est la fiabilité. C'est combien d'électeurs on peut même recenser dans les zones. Donc, ça, le contexte n'est pas le même. Le contexte, donc, moi, oui, au regard au contexte, c'est vrai que même, bon, je ne suis pas forcément de ceux qui pensent qu'il faut forcément, vaille que vaille, coûte que coûte, faire des élections, mais je dis, quand on regarde la réalité, il y a quand même des difficultés. Bon, bien sûr, je ne suis pas comme Inoussa qui dit que, bon, mais s'il n'y a pas d'élection, il faut bien trouver un mécanisme consensuel. Et il faut définir bien ce cadre, parce que c'est quand même la gouvernance de notre pays et qui doit impliquer pratiquement tout le monde. Donc, c'est ça maintenant le problème. Je comprends bien. Il nous parle, par exemple, de gens majeurs qui doivent se retrouver, chercher une solution. Évariste évoque une question de trouver la situation alternative qui chose. Alors, est-ce que ça voudrait ici dire que quand la majorité demande, par exemple, qu'il se tienne les élections, quel pourrait être, par exemple, j'allais dire, l'argument ou, si vous voulez, l'objectif politique de la majorité? Je sais pas, parce bon, que s'il y a la possibilité qu'il n'y ait pas de crise institutionnelle, contrairement à ce qu'on dit, et que les gens peuvent discuter, que ce soit une transition, que ce soit en tout cas quelque chose de consensuel qui puisse être mis à plat au-delà du mandat du président, pourquoi est-ce que la majorité voudrait forcément donc que ces élections s'y tiennent? Bon, ça, c'est peut-être une question qu'il faut poser à un représentant de la majorité. Mais moi, je note... C'est une analyse, je note que le CDP et l'UPC et ceux qui sont dans le CFPOP qui participent au dialogue politique, là, personne n'a avancé l'idée d'un report des élections. À ma connaissance, personne n'a dit qu'il faut reporter les élections. Ils sont tous dans l'option de faire les élections. Parce que, comme tu le disais au départ, pour beaucoup, ils considèrent que le régime actuel a un mauvais résultat, un mauvais bilan, et qu'il faut sauter sur l'occasion qui vient pour le sanctionner, demander au peuple de le sanctionner et de prendre le pouvoir. Donc, ils estiment qu'ils ont des chances, beaucoup de chances actuellement, pour remporter les prochaines élections. Parce que, en face... Moi, justement, la question que je pose a trait à cela. L'objectif de la majorité, c'est quoi? Parce que si il est supposé que le bilan est négatif et que tout concourt à ce qu'il soit battu en novembre, pourquoi est-ce qu'il ne choisirait pas l'occasion, par exemple, du consensus ou de la transition? Parce que quand on écoute les représentants aussi de la majorité, ils disent qu'ils ont un bon bilan.
Oui, moi j'avais interviewé Lassane Issa Ouagadougou à la veille de leur congrès. Il disait que leur objectif c'est de faire réélire le président à 65% dès le premier tour et de gagner la majorité absolue à l'Assemblée nationale, que c'est un objectif politique. Il a dit clairement. Donc ils estiment qu'ils ont un bon bilan. Évidemment, ils mettent un bémol sur la question sécuritaire, mais sur le reste, ils disent qu'ils ont un bon bilan en termes d'infrastructure, en termes de santé, en termes de... Voilà, donc pour eux, c'est le bilan qui va parler pour eux. Je vais poser la question, mais autrement à Lengani. Est-ce que perdrait la majorité dans son ensemble s'il y avait par exemple une transition, que les élections ne se tenaient pas? Ah oui, s'il y a une transition, il y a beaucoup de gens qui vont rejoindre les prisons. Les voleurs patentés qu'on connaît, c'est une transition. Il y a beaucoup qui vont perdre leur portefeuille, qui vont perdre leurs intérêts, etc. On va diviser le buffet qu'ils ont aujourd'hui à plusieurs autres personnes. Donc, ça fait que ça ne les arrange pas du tout. Mais maintenant, moi, je voudrais vous dire, à mon avis, le MPP aujourd'hui a raison de ferrailler pour les élections. Pourquoi? Ils ont divisé le pays en deux. Le Burkina utile pour eux et le reste. C'est-à-dire, là où ils pouvaient être sanctionnés le plus, c'est-à-dire le nord, l'est, il n'y aura pas d'élection là-bas. Donc, pas de vote contestataire. On va voter dans le Burkina utile, Ouagadougou, Bobo, etc. Et c'est pourquoi les tracteurs, vous voyez des tracteurs dans tous les coins de rue aujourd'hui, à Ouagadougou, en train de faire du goudron, en train de faire ceci, etc. Mais Ouagadougou est réputée être une ville contestataire. Aucun parti ne peut s'arroger donc que Ouagadougou soit, par exemple, non. Par exemple, le CDP a toujours gagné Ouagadougou quand il était au pouvoir. Le CDP a toujours été majoritaire à Ouagadougou. Ça veut dire que le parti au pouvoir peut avoir des ressorts pour être toujours majoritaire. Et rappelez-vous qu'au CDP, ceux qui sont au MPP aujourd'hui, vous les voyez, c'était les mêmes qui étaient au CDP. Donc, ils ont les mêmes techniques pour gagner les élections. Ils ont les mêmes forces pour gagner les élections. Donc, le logiciel est toujours là. Le logiciel est là. Voilà. Et même, c'est Lengani qui le dit. Moi, oui, il a été même performé. Il a même été performé. Puisque même, on est passé même par des lois qui permettent de faire taire certains citoyens. Aujourd'hui, j'ai lu un article tantôt où on parle le cas, par exemple, des ministres de l'ancien gouvernement, du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, qui sont en instance d'être jugés. Oui. Jusqu'à présent, ces gens ne sont pas jugés. Il y a plein de gens comme ça au Burkina qui sont dans cette situation. Ils ne sont pas jugés et ils n'ont pas la liberté de se mouvoir, même au plan national. Il y a des gens au Burkina aujourd'hui, si tu veux bouger, on te dit, mais si tu bouges, on sort ton dossier. Et ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, le MPP croit qu'en excluant donc les zones chrysogènes aujourd'hui, avec ce qui est du Burkina, il peut, à travers les vastes mouvements de confection de cartes d'identité illégales et falsifiées, à travers le vaste mouvement d'enrôlement qu'ils sont en train de mettre en place, ils vont pouvoir effectivement brûler les urnes. C'est ça aujourd'hui la commission de MPP. Évariste ? Ça, c'est un mauvais calcul parce que ce sont des élections quand même caractère général. Et si on exclut une partie des Burkinabés, il ne faut pas penser qu'on va venir s'asseoir tranquillement et puis gouverner. Hein. On a vu déjà les conséquences en partie avec l'exclusion en 2015. Donc, d'une manière ou d'une autre, une élection qui se fera en excluant des Burkinabés ne sera pas du tout gage de sérénité. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a certains acteurs, moi je ne confonds pas CDP, parce qu'il y a certains acteurs, eux, à l'intérieur du CDP, qui gagneraient à ce qu'il y ait, par exemple, les élections, coûte que coûte, vaille que vaille, parce qu'eux, actuellement, c'est des électrons libres. Ça va leur permettre de se repositionner, ça c'est sûr. Mais maintenant, en fait, si on doit rentrer dans une transition, mais il faut d'abord définir le contour de cette transition, parce que c'est une transition pour faire quoi? C'est ça, en fait, la grande question. Il faut définir le contour. Ouedraogo, est-ce que quand on regarde tout ça, il n'y a pas une sorte d'instrumentalisation des élections à des fins personnelles pour les politiques, à des fins partisanes? La majorité dit qu'il faut maintenir la stabilité démocratique des institutions, donc il faut faire des élections pour ne pas tomber dans une crise des institutions. L'opposition dit, au nom du pays, au nom du peuple, qui est aujourd'hui en souffrance, martyrisé, il faut maintenir les élections en berne et puis régler certains problèmes. Est-ce que derrière tout ça, ce n'est pas des calculs politiques plutôt que la bonne foi?
Bon, je ne sais pas d'abord si l'opposition veut qu'on reporte les élections. Bien sûr, l'opposition non affiliée. Bon, ça, c'est l'opposition non affiliée qui est constituée comme de partis nouvellement de créés. façon autrement. Oui, mais l'opposition, en tant qu'institution, chef de file de l'opposition politique, je n'ai pas encore entendu la nécessité de reporter les élections. Au niveau du Parlement aussi, où il y a des opposants, je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'il fallait nécessairement reporter les élections. Effectivement, il y a quelques hommes politiques regroupés autour de l'ONA, qui est une nouvelle organisation qui demande le report des élections. Et j'avais donné mon sentiment sur cette question-là. Mais s'agissant de la question de fraude électorale, de la question de bonne foi ou pas des hommes politiques, à chacun de se faire une idée. Mais les Burkinabés, je le dis toujours, ne sont pas, c'est pas des novices en politique. On a suffisamment, en tout cas, d'éléments dans l'histoire politique récente de notre pays qui fait que les Burkinabés savent où aller, où s'en tenir, avec qui aller. Et quand ils écoutent les discours, ils les analysent. Ils supposent qu'ils connaissent chaque homme politique. Et moi, j'ai toujours eu la faiblesse de penser qu'il soit de la majorité ou qu'il soit de l'opposition, en général, nos hommes politiques ont la même gourmandise. C'est-à-dire, c'est de parvenir au pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Qu'est-ce qu'ils vont améliorer dans les conditions de vie des Burkinabés? Mais à la limite, ça ne les regarde pas. C'est à l'approche des élections qu'on voit effectivement des groupuscules qui s'organisent, des gens qui crient, etc., pour montrer que, bon, eux aussi se souciaient du peuple et qu'ils veulent coûte que coûte le pouvoir. Merci. Alors, je voudrais qu'on termine sur cette proposition de transition à la façon ONA, qui, pour eux, estime que s'il doit y avoir transition, ce sera sans le président Kaboré. Alors, pour ceux qui pensent qu'il est possible, par exemple, de faire une transition, ou, etc., est-ce que cette hypothèse ou ce schéma-là aussi, il est réaliste de dire que le mandat du président est fini, on ne peut pas tenir les élections au regard de 2, mais le président, il doit dégager. Lengani. D'abord, il faut dire que, de mon point de vue, la position du CEFOP est tout à fait claire, politique, logique, normale. Le CEFOP n'a pas à dire qu'il faut faire des élections ou ne pas faire des élections. Le CEFOP sait, de mon point de vue, qu'il y a des dates qui sont données par la Constitution, par la loi. Les élections doivent avoir lieu tel jour. Il n'appartient pas au CEFOP de dire il faut les faire ou ne pas les faire. Donc, c'est au pouvoir de faire les élections. Et le CEFOP doit l'y amener, doit lui contraindre, d'organiser des élections propres, équitables pour tout le monde. Maintenant, si à l'approche du phénomène, à l'approche des élections, on se rend compte que le pouvoir est incapable de le faire, je pense qu'en ce moment, le CEFOP, c'est mon point de vue, en toute indépendance, va analyser la situation, en tirer les conséquences et dire ce qu'il pense des élections qui se profilent à l'horizon. Donc pour le moment, je pense que c'est trop tôt de demander au CEFOP de dire non, on ne peut pas d'élections parce que non. Le CEFOP doit dire au pouvoir organiser des élections propres, et équitables, etc. Bon, ensuite, sur la question de la transition, bon, je crois que là aussi, la loi est très, très, très claire, à savoir que c'est une date butoir. Après, si le 22, il n'y a pas d'élection, si à la date de fin décembre, il n'y a pas, 29 décembre, il n'y a pas de nouveau président, mais il va de soi qu'on applique la loi. Et la Constitution, c'est quoi? Mais de mon point de vue, le président de l'Assemblée est là. La Constitution prévoit tout, en ce sens-là. Et à lui maintenant, parce que la loi aussi, la Constitution permet à l'Assemblée de jouer un rôle majeur en cas de crise majeure dans ce pays-là. Oui, mais parce que c'est peut-être dans l'optique où c'est une crise qui arrive, mais ici, tel que les partis de l'opposition non affiliés disent, organisons-nous autour d'un consensus, parce qu'on ne peut pas aller aux élections, on prévoit donc de faire une transition. Dans ce cas précis, il propose que le chef de l'État ne soit plus là. Est-ce que ça, c'est un schéma qui est réaliste? Oui, c'est réaliste. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui prévoient. N'attendons pas de nous trouver dans une situation hors délai pour réfléchir et agir. Mais justement, quelles sont les chances? Parce que si déjà, on va s'entendre. Ah, oui. J'en viens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut objectivement voir dans quelles conditions on peut organiser des élections propres dans ce pays. C'est ça.
Et il tire la conclusion que l'insécurité ne permet pas de le faire. Et ensuite, même la préparation au niveau de la CENI, les questions d'enrôlement de CNIB, etc. Mais si on vous parle en réalité de ce qui se passe autour de la CNIB de Burkina Faso, mais c'est extrêmement grave. D'accord. C'est extrêmement grave. Non, parce que Si ce on schéma rentre dans rapidement, l'hypothèse d'une oui. transition, évidemment, on ne peut pas appliquer Consensuel, la Constitution. disons. On ne peut pas appliquer la Constitution. Ça veut dire que la Constitution n'a plus de... Transition consensuelle. Ah oui, ouais. ça veut dire ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale qui va diriger la transition. Ça veut dire que ça veut dire que la Constitution n'est plus de vigueur. Pas du tout. Ah, tout à fait. Absolument. Je veux dire, Nous sommes ici dans l'hypothèse que les acteurs s'entendent pour faire un compromis politique, un accord politique, pour aller à une transition, parce que. Est-ce que dans ce cas-là, dire que le chef de l'État doit tout simplement dégager, est-ce que, entre griffes bien sûr, est-ce que c'est réaliste de vouloir un consensus, de proposer quelque chose qui soit accepté de l'autre partie, en même temps en proposant ça? Parce que, évidemment, si l'opposition arrive à convaincre la majorité de faire une transition, parce qu'on ne peut pas faire les élections, ce n'est pas pour laisser le président en place. Ce n'est pas pour laisser le président de l'Assemblée nationale le remplacer. Non, c'est un combat politique qu'ils mènent et ils ne laisseront pas, ils ne voudront pas laisser un des éléments de la majorité prendre la présidence de la transition. C'est une évidence. C'est un coup d'État. Non, mais, alors, donc, si je comprends bien... Attends, j'ai fini. Oui, d'accord, très bien, on va passer la parole. Vous voyez, on spécule, on est dans des hypothèses un peu... non, mais ça a été dit. On joue à se faire peur. Il y a un groupe politique qui l'a proposé. Propose une transition sans le président du FASO. Bon, c'est pour ça que j'ai dit... Donc, on peut en discuter. D'ici là, peut-être c'est dans 5 mois les élections. D'ici là, on verra. Si pour l'instant, la CENI dit que les élections peuvent avoir lieu, techniquement, c'est ce que je dis. Jusqu'à présent, la CENI n'a pas dit le contraire. Donc, moi, je préfère qu'on reste dans cette hypothèse-là, crédible, beaucoup plus rassurant, hein, parce que aussi on a des partenaires, on a un climat économique aussi à défendre, à consolider, que de se lancer dans des hypothèses un peu hasardeuses, voilà. Et on va sortir, on va compliquer une situation à notre situation qu'il est déjà. Oui, Inoussa. Non, j'ai dit que les gens sont, de mon point de vue, dans des calculs politiques, électoralistes, etc. Si aujourd'hui on doit aller à une transition, c'est avec qui? C'est avec ceux qui ont demandé à ce qu'on aille vers cette transition, qu'on n'ait pas des élections. Ce n'est pas le gouvernement aussi qui organise les élections, comme Lengani l'a dit. C'est la CENI qui organise les élections. Donc c'est le bras technique de l'organisation des élections. Et c'est la CENI qui nous dira si effectivement les conditions permettent, bien entendu, d'organiser les élections, même si c'est l'État qui doit travailler à mettre à la disposition de la CENI donc, les moyens qu'il faut pour l'organisation des élections. Donc j'ai dit que vraiment, ça me gêne, ça me peine de devoir mener ce débat-là dans un contexte où le débat est ailleurs. D'accord. Évariste, vous terminez. Non, c'est pas pour polémiquer, mais c'est la question de la CENI. La CENI aujourd'hui est pied et point liée au pouvoir. Pourquoi? En matière de sécurité, la CENI n'a pas de moyens pour assurer la sécurité des élections. C'est l'État burkinabé. C'est le pouvoir qui assure la sécurité. Oh, c'est la véritable question. Je crois que la question de Inoussa, c'est de préciser pour dire que la structure qui organise les élections, qui est une structure indépendante, c'est la CENI, mais il reste que c'est le gouvernement qui décide la date, c'est le gouvernement qui finance, etc. Donc ça reste encore ça reste une prérogative du gouvernement. Oui. Non, il faut noter que tous les acteurs, au premier chef d'abord, le chef de l'État lui-même, il a dit que c'était un engagement personnel de faire en sorte que les élections se tiennent à bonne date. Il a souvent répété. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu, parce que au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, les difficultés aussi ne font que se complexifier et augmenter. Donc maintenant, si on décide d'entrer dans un schéma de transition, mais ça veut dire que la Constitution et tout ce qui est loi, on met de côté, et tous les acteurs s'assiedent, et tout est possible. Tout est possible. Alors, dans ce cas, on y va mettre. Alors, si le président du FASO doit être mis de côté, d'office, avant d'en parler, est-ce que ça peut être Non, ce que je dis, parce que dès lors qu'on rentre dans le schéma d'une transition, c'est-à-dire que la Constitution est mise de côté, la loi est mise de côté. Maintenant, c'est des accords
C'est un accord consensuel. Et dans ce cas, qui peut vous dire que... il ne se trouvera pas des gens qui vont dire que, ça ne les gêne pas que le président Roch-Marc Christian Kaboré reste président. Pourquoi pas? Merci à vous. Merci sur ce sujet. On termine au plan national avec le sujet sanitaire, donc la pandémie Covid-19 au Burkina Faso. On a vu les chiffres qui sont, on allait dire, rassurants. 70 cas actifs à la date donc, du 3 juin et à la dernière conférence de presse du comité, du coordinateur par intérim, le docteur Bikava a donné un certain nombre d'informations. Par exemple, la province, la Boucle du Moun, la région de la Boucle du Moun a connu son dernier cas négatif. Donc, on peut dire que cette commune, et cette région est hors donc hors donc de risque désormais. Et il y a un point sur lequel je voudrais qu'on discute, c'est la question du personnel soignant qui réclame aujourd'hui des indemnités ou des paiements. Alors, est-ce que, Évariste Concevo, ce problème-là, aujourd'hui, pendant qu'on a passé tout le temps à chanter les louanges donc, de ce personnel qui s'est battu, qui était au premier plan, etc., est-ce qu'aujourd'hui, la question donc, du paiement des indemnités qui se pose? J'ai vu ça aussi dans la presse et j'ai suivi aussi un communiqué du ministre de l'Information. Bon, mais je me suis posé beaucoup de questions, mais c'est vrai que moi je suis un peu gêné parce qu'il semblerait que c'est des personnels qui ont été réquisitionnés. Bon, si c'est des personnels qui ont été réquisitionnés, ça dit qu'ils viennent faire un travail supplémentaire en plus de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Bon, ça veut dire quand même aussi qu'ils l'ont été sur la base d'un budget. Bon, s'ils l'ont été sur la base d'un budget, c'est quelque chose qui était déjà calé. Maintenant, parce qu'il semblerait quand même qu'il y a eu d'autres éléments, d'autres paramètres qui se soient glissés, de mauvaise volonté peut-être. Hein. Je pense pas que ce soit tant l'indisponibilité des moyens que peut-être des critères qui discriminent. Oui, mais il y a eu une seconde vague de contestation parce que la première vague a amené le gouvernement à réagir, il y a eu des paiements, mais il y a eu une seconde vague qui conteste donc parce que l'ensemble des agents ou des personnes n'a pas été pris en compte. Oui, il me semble qu'il y a une situation liée à la prise en charge du personnel en fait, qui a été réquisitionné. Et dans ce personnel qui a été réquisitionné, il y a les agents de santé et puis il y a le personnel administratif. Et que certains estiment, en tout cas certains agents du ministère de l'économie et des finances qui gèrent donc ces aspects de comptabilité-là, estiment que le personnel qui est réquisitionné et qui travaille 7 jours sur 7 ne peut pas avoir le même type de paiement que le personnel administratif qui, lui, travaille 5 jours sur 7. C'était des discussions d'ordre administrative, mais ce n'était pas un problème de disponibilité des finances en tant que tel. Mais j'espère que les acteurs vont pouvoir discuter et arriver à un consensus parce que, évidemment, de façon générale, les agents de santé ont abattu un travail colossal, d'ailleurs, qui se vérifie à travers les chiffres qu'on a donc sur la question de la maladie à coronavirus. Bengali? Je crois que c'est quand même déplorable. C'est comme si on ne peut rien réussir dans ce pays. Voilà un combat qu'on a mené, que des gens ont risqué leur vie pour sauver celle d'autres Burkinabés. Et au bout de la chaîne, il y a des petits problèmes de finances qui se posent. Alors que, à ma connaissance, même pour s'engager pour ce combat-là, ceux qui l'ont fait vraiment, de mon point de vue, avec un réel patriotisme. Pourquoi? Parce que les conditions de leur prise en charge n'étaient même pas encore clairement définies. Et ces gens ont accepté quand même s'engager, sans avoir des précisions, c'est-à-dire des contrats clairs, qui leur disent, bon, vous aurez tant. Mais les gens, malgré ça, ont accepté. Il y en a qui ont refusé. Semble-t-il, c'est pourquoi certains grands noms, en tout cas certaines grandes personnes qu'on attendait au niveau de la lutte, on ne les a pas vus. Parce que ces gens ont réclamé qu'il y ait des cartes sur table. Cartes sur table, qu'on dit clairement, j'y vais, je gagne combien, etc. Et quand je serai payé. Bon. Donc ceux qui ont accepté de le faire, vraiment, je suis vraiment outré qu'aujourd'hui, surtout dans des conditions de devoir réclamer à corps et à cri, bon, parce que tout simplement, quelqu'un assis quelque part qui n'a rien à voir avec le système estime qu'un tel devrait gagner plus que d'autres, etc. Moi, je pense qu'il faut dépasser ça. En attendant que
les vrais problèmes arrivent, c'est-à-dire les gestions des hôpitaux, des hôtels, etc. Et puis, bon, un hôpital, moi je l'ai vu, ce n'est pas seulement les médecins. Il y a tout un service derrière qui est là. Par exemple, les services de nettoyage, de la machin, etc. Bon, tous ces gens-là, c'est sûr que si ça commence avec les agents comme ça, je me dis que ces gars-là aussi vont avoir à respecter un jour. Et ça, ce n'est pas non. Il faut anticiper et puis savoir que si on a les moyens, il ne faut pas pinailler sur... Il ne faut pas faire de l'économie de bas de laine, quoi, de mon point de vue. Comment? Oui, sur les résultats, c'est encourageant. Le Sahel et là, beaucoup du monde enregistrent leur dernier cas négatif. C'est très encourageant. On espère que d'autres régions aussi auront les mêmes résultats dans les jours et les semaines à venir. On montre qu'on sort progressivement de la pandémie. Maintenant, sur les primes, bon, c'est vrai, comme l'a dit Lingani, je pense que tous les Burkinabés saluent le travail remarquable que font les agents de santé depuis l'apparition de la pandémie. Ils se sont mobilisés et certains même ont été contaminés parce qu'au début, ils n'avaient pas la protection nécessaire. Donc, ils n'ont pas pinaillé sur les rétributions éventuelles et ils y sont allés. Mais j'ai cru comprendre que c'était juste un problème de communication. Voilà. C'est-à-dire c'est une liste de bénéficiaires qui n'est pas parvenue là où il fallait pour débloquer les fonds. La question les fonds sont disponibles. Mais quand on écoute les manifestants, du moins, ils expliquent que dans la seconde vague, l'hôpital, en tout cas la direction de l'hôpital est claire, la liste a été envoyée. Mais pendant ce temps, il y en a qui n'ont pas réussi. Bon, je pense que c'est une question dans les détails, c'est une question de technique qui sera réglée, puisque j'ai bien écouté un des responsables qui disait que ce n'est pas une question de pénurie de fonds. Les fonds sont disponibles. Donc, il y a peut-être des réglages techniques à faire, mais il faut que ça soit fait rapidement, parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui se soient investis, comme l'ont fait les agents de santé, là, soient obligés de faire du bruit pour récupérer ce qui leur est promis. C'est un engagement, c'est une promesse qui a été faite, d'autant que les fonds existent. Il faut faire les choses rapidement pour que les gens rentrent dans leurs fonds. Ce sera merci beaucoup. On termine ici les sujets au plan national. On attaque le sujet international plutôt au Mali avec la manifestation gigantesque pro-démission d'IBK. On a vu des centaines de milliers de citoyens maliens dans la rue. Ils ont manifesté. La seule revendication, c'est la démission de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. Inoussa? Analyse. Subitement au Mali, on voit le peuple qui demande la démission du président. Et c'était aussi expressif comme manifestation. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? C'est une question de gouvernance. Ils estiment que ceux qui les dirigent aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Et une élection vient de se terminer. Malgré tout, bien entendu, ils parlent de corruption, de gabegie, de détournement, d'incapacité à assurer la sécurité, de l'insouciance de ceux qui nous dirigent, de ceux qui les dirigent, etc. Et à y voir de près, ce sont les mêmes préoccupations qui sont posées au niveau du Burkina. Et c'est là que ça doit interpeller l'ensemble des acteurs. Mais, comme je l'ai dit, c'est un problème de gouvernance et les Maliens sont dans leur droit de revendiquer l'amélioration de la sécurité, l'amélioration de façon globale de leurs conditions de vie. Et de ce point de vue, c'est une lutte légitime et il appartient aux Maliens, en tout cas, de conduire la lutte là où leur cœur les amène. Et j'espère aussi que ceux qui dirigent le Burkina tireront les enseignements qu'il faut par rapport donc à cette crise-là qui se passe du côté du Mali. C'est vrai que certains sont inquiets aussi sur qui dirige le mouvement. Certains ont peur d'une islamisation du Mali. Certains estiment que
la situation sécuritaire est telle que les Maliens doivent plutôt regarder dans la même direction que de se battre pour des questions de ce type-là, parce que quand la pluie vous bat, vous ne devez pas vous battre entre vous. Il se trouve même qu'au sein de la majorité présidentielle, il y a des difficultés. Donc c'est un ensemble de problèmes comme ça qui sont posés au Mali, mais j'espère que les Maliens trouveront en tout cas la sortie nécessaire pour que ce qu'ils revendiquent là puisse être pris en compte. Alors, beaucoup sur cette question, on avait vu par exemple certains instituts, certains centres stratégiques prévoir le phénomène pangolin. Oui. Et qui serait peut-être qu'après le Covid-19, il y ait des soulèvements, des crises contre les régimes en place. Est-ce que ça veut dire que le Mali déjà donne le ton? Bon, je pense qu'au Mali, ils n'ont même pas attendu la sortie de ces analyses-là pour manifester contre le pouvoir en place. Hein. Je veux dire, ceux qui suivent l'actualité au Mali savent que, à plusieurs reprises, ça, effectivement, cette manifestation-là, elle était assez importante, de dimension assez importante, parce qu'elle a rassemblé des hommes politiques et la société civile, y compris les organisations musulmanes, puisque le grand imam, ou c'est l'ancien, je crois, l'ancien qui est une personnalité qui avait apporté d'ailleurs son soutien à IBK lors des élections, était aussi parmi les grosses têtes d'affiche de la manifestation et qui ont demandé sa démission. Donc c'est pas vraiment un nouveau saison de contestation. Mais quand on regarde les motifs pour lesquels ils demandent la démission du président IBK, c'est quoi? Ils disent insécurité, manque d'école, manque d'eau, éducation qui tombe à volo, la corruption avec pas mal d'éléments de personnes qui sont dans l'entourage. Dans le fils de l'entourage familial du président, voilà, qui sont à des postes de responsabilité quand même assez élevés. Et ça c'est depuis longtemps, ça ne date pas de maintenant, dès le début. Son fils est président du groupe parlementaire de défense à l'Assemblée nationale. À l'époque déjà, dans sa belle famille, il y a des... Donc, à l'époque déjà, il y avait la question de gestion. Beaucoup de gestion. Dès le début, il y a eu une critique, une remise en cause même du départ, de la gouvernance du IBK. Ça a été depuis le début. Et ça allait crescendo, il n'y a pas eu de répit pour lui. Malheureusement, il y a la question sécuritaire qui vient s'ajouter. Il y a l'accord d'Alger qu'ils ont du mal à appliquer. Il y a tous ces éléments-là, parce que dans la manifestation aussi, dans les manifestants, il y a ceux qui sont aussi suspectent le président IBK de vouloir faire un deal avec dans l'accord d'Alger. Même si une partie des régions du Nord, des villes du Nord ont été réinvesties par l'administration, beaucoup estiment que le processus, l'accord d'Alger, c'est une partition de fait du Mali, et cela n'est pas acceptable pour eux. Et ils estiment que IBK n'est pas assez, assez ferme sur cette question-là vis-à-vis des indépendantistes entre griffes qui lui ont apporté un soutien important lors de la dernière élection. D'accord. Alors, Évariste Foster, pensez-vous, on voit là que ce sont pratiquement les alliés de IBK qui se retournent aujourd'hui contre lui. Ouais, c'est ce qui est vraiment retournant, ce qui est renversant en fait, c'est vrai, parce qu'il a bien dit de citer que le grand imam a soutenu IBK, c'est un allié. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que je pense qu'en août 2018 que les résultats définitifs des élections ont été proclamés. Et M. IBK avait été réélu avec 67%, contre, je pense, quelque chose contre Cissé. Alors, 2018 à maintenant, subitement, les gens découvrent qu'il y a des problèmes d'insécurité, il y a la corruption, il y a la malgouvernance. Bon, ça, c'est encore notre problème. Maintenant, on demande la démission d'un président dans un contexte d'un pays qui est quasiment occupé par des terroristes, il faut le dire. Et la composition hétéroclite, en fait, de ceux qui ont lancé l'appel, effectivement, on trouve des politiques, des religieux et des associatifs, mais au titre des religieux, il se trouve des gens aussi qui, en fait, prétendent défendre des valeurs, mais l'imam Diko lui-même a refusé de répondre, de référer à une convocation de la justice.
quelle valeur il... Bon, ça peut quand même que ça pose quand même des problèmes. Hein. Il y a quand même des problèmes. Du coup, on se demande... Et d'ailleurs, le front, une des composantes encore de l'appel, c'est le front pour la sauvegarde de la démocratie, dont Soumaïla Cissé est membre. Mais depuis qu'on l'a enlevé, ce front n'a même pas bougé pour demander même qu'on le libère. Du coup... Peut-être que le front estime que c'est là, il faut enlever Ibeka et puis maintenant, après, on règle tous ces problèmes. Bon, ok. Du coup, en fait, je me pose la question parce que vous savez, c'est très facile de manipuler des millions de personnes. Les Gani Issaka, la question aussi se pose, est-ce qu'on ne craint pas peut-être que l'on glisse sur un terrain purement, en tout cas hors République, quand on sait que l'imam Dicko et la plupart de ceux qui sont, c'est vraiment le religieux qui est en force dans cette manifestation. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte également pour la laïcité, pour la République au Mali? Bon. Moi, le plus important pour moi dans ces manifestations que j'ai vues qui sont vraiment gigantesques, qui montrent la capacité de mobilisation de ceux qui se plaignent aujourd'hui contre Ibeka, c'est que de mon point de vue, il faut tout faire pour rester dans la légalité constitutionnelle. Qu'est-ce que la Constitution tolère, qu'est-ce qu'elle permet, etc. Sinon, dès qu'on sort de la Constitution, on ouvre la boîte à Pandore. Et en ce moment, ça devient extrêmement grave. C'est-à-dire que le fait d'appeler Ibeka à démissionner... Oui, la démission fait partie de la Constitution. Okay. La Constitution prévoit. Le président peut démissionner. Je pense bien au Mali, toutes les constitutions normalement doivent permettre au président de dire moi je suis fatigué, je vous rends votre affaire et puis j'avance. Mais là, quand on écoute en fait la suite, la suite, les manifestants, le mouvement estime que si Ibeka ne prend pas, il y avait même un ultimatum de 18 heures le jour de la manifestation. S'il ne marchait pas comme il fallait, ils allaient passer à autre chose, en tirer toutes les conséquences. Oui, mais ça moi je pense que c'est normal, c'est de la stratégie. Hein. On met la pression sur le monsieur. On dit, bon, moi je pense que c'est ça. Et le plus important, de mon point de vue, c'est que les Maliens n'aient pas glissé dans la violence absurde. C'est ce qui a permis de préserver encore la République. Et je prie fortement Dieu pour qu'il en soit toujours ainsi, parce que forcément ils vont trouver une solution. Soit Ibeka reste et puis effectivement il change le fusil d'épaule, c'est-à-dire il gère autrement le pays en associant les autres, bon, soit il part effectivement. Oui, apparemment, on est d'accord que les élections, vaille que vous ne résolvent rien du tout. Parce que, voilà. Donc, il vaut mieux parfois s'asseoir et définir de bonnes bases et puis de gouvernance, plutôt que de s'entêter et puis aller faire des élections qui ne donneront rien du tout. D'accord. Mais à la décharge aussi de Mahmoud Dicko, c'est que lui-même, dans son speech, n'a pas demandé explicitement la démission du président Ibeka. Il a dit que s'il ne se réveille pas, s'il continue, ils seront obligés de passer à une autre étape. Ouais. Et puis, il faut peut-être préciser aussi que l'imam Dicko est farouchement contre les terroristes du Nord qui veulent imposer la charia. C'est vraiment une de ses positions assez claires. Il y a une position où il a dit, en novembre 2024, où en novembre 2015, où il disait il donnait sa définition de terroriste. Il dit que c'est des gens envoyés par Dieu pour punir les homos et autres tout. Donc ça, oui, mais en même temps aussi, il a soutenu l'opération française qui est venue aider et contre. Maintenant, il cite par exemple les terroristes comme les envoyés de Dieu parce qu'il dit que c'est contre l'homosexualité et autres. Donc c'est une rhétorique. En même temps, il demande, parce que c'est lui qui est un des acteurs de la négociation avec les terroristes. Mais le préalable que posent les terroristes, c'est quoi? C'est le départ de l'amunissement et puis de la force Barkhane. Ok, on peut prendre notre premier téléspectateur, Monsieur Iboudo Lamoussa François, sur le report des élections demandées par certains acteurs politiques. Voilà, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour Monsieur Iboudo. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, votre la pluie c'est un peu compliqué. Mais je vais d'abord le départ de la pause derrière. Vous dire à M. que quand on maîtrise pas des situations, on ne se prononce pas dessus. Maintenant, on revient sur le sujet pour dire que, en réalité, on ne pourra pas tenir des élections en 2020. Ce n'est pas possible. Si on force, on sera obligé de se rendre à l'évidence de ce qui va arriver. Si on force et que, par hasard, ça puisse marcher, on va être dans la même situation que vit le Mali actuellement. Mais je suis d'accord à partir avec la proposition de... c'est bon. Moi, je n'aime pas dire ces politiciens parce que ils n'ont pas la carrure des politiciens. Mais je suis d'accord un peu à partir avec eux parce que c'est une évidence que si on force les choses,
et le remède risque d'être plus pire que le mal. Mais la solution est qu'on laisse Roch au pouvoir et qu'on cherche de trouver un gouvernement de consensus, je ne sais pas quel mot on va utiliser, pour pouvoir aider politique. Il va en grandissant. Parce que sinon, on va se retrouver dans une situation comme le Mali, où il ne gouverne rien, il est là juste pour faire de la représentativité, et la situation va s'embourber parce que ce que les gens n'ont pas comme conscience, c'est que, en réalité, la Libye est en train de se dégrader davantage. Ça veut dire que notre situation va devenir encore plus pire. Non, on ne peut pas rester dans des logiques de réflexion par population pour organiser des élections quand on ne maîtrise même pas les 60% de notre territoire. Je pense que le bon sens aurait voulu qu'on réellement règle ce problème avant d'aller à des élections. Si c'est pour la population qu'on travaille. Sinon, si c'est pour juste avoir le pouvoir pour le pouvoir, on peut aller. Merci. Mais quand il est plus grand, et se comprendre. La ligne est très mauvaise, M. Iboudo. On a saisi, on va dire, que l'essentiel, la substance, l'intervention. Merci à vous d'avoir appelé. Non, oui. Je reviens. En fait, apparemment, il va pour la proposition de dialogue, la réconciliation et puis les élections, comme préalable. Donc. Alors, mais lui, il dit qu'il faut que le président Kaboré, plutôt dans le schéma de la transition, que ce soit le président Kaboré qui reste et que... Alors que moi, je suis d'un avis tout à fait contraire, parce qu'on a posé même cette question de dialogue, de réconciliation, de trouver un consensus national. Mais alors, on n'a pas fait, ça fait 5 ans qu'on crie ça. Même les sondages du CGD montrent que les Burkinabés ont besoin aujourd'hui de s'asseoir pour trouver des solutions ensemble. Depuis 5 ans, on n'a pas réussi. C'est quel lingot on va lui donner et puis il va réussir ça? Moi, c'est le problème que je me pose. Il faut que les gens posent des actes qui permettent effectivement d'arriver vers... de penser qu'il y a une solution. Un compromis suppose que chacun cède quelque chose. Absolument, forcément. Alors, est-ce que dans ce compromis, vous voulez que le président Kaboré cède son fauteuil? Non, c'est pas son fauteuil. C'est le fauteuil de la présidence. Il est bien trouvé, il va partir laisser. De toute façon, sur la question du dialogue politique, je pense que les deux partis sont en train, l'opposition comme la majorité, sont en train d'affiner leurs dernières propositions sur le contenu. D'accord. Après la dernière réunion à Kosiam, et je pense qu'il y a un cadre de concertation. Ils sont en train de réfléchir pour affiner les dernières propositions sur ça. On va attendre de voir ce que ça donne. On prend notre deuxième téléspectateur de la Côte d'Ivoire, M. Traoré Issaka, sur le report des élections également. Allez, monsieur Traoré, bonjour. Oui, bonjour M. Loukman. Vous appelez d'où en Côte d'Ivoire? J'appelle de Djokwe. Ah d'accord, enchanté. Allez-y pour votre intervention. Bon, moi, j'aimerais intervenir au propos des reports des élections. Vous savez, ce qui arrive au Burkina actuellement, c'est le problème de gouvernance, c'est-à-dire les présidents de gouverner seuls. Sinon, dès les premiers jours de la crise, ils doivent appeler tous les acteurs politiques du Burkina, tous les fils de Burkina, sans distinction. Appeler tout le monde. Au bout d'un tour d'étape, pour que tout le monde donne son point de vue, pour que tout le monde apporte sa force, sa connaissance. Vous allez voir que la crise n'est pas arrivée là. Oui. Mais dès le premier jour, le président a été élu. Oui. Il a été élu par des Burkinabés. Est-ce que, après avoir été élu, il faut qu'il appelle les autres pour venir gouverner? Il a été élu par combien de voix? Combien de personnes? Il a eu autour de 52%. 52%. Mais maintenant, il y a quoi les Burkinabés qui ont voté? C'est là la question. Il y a combien de Burkinabés qui ont voté? Même pas 1 million de personnes qui ont voté pour lui. Donc déjà, le problème qui est là, c'est-à-dire en Afrique, là, c'est-à-dire on ne peut jamais gouverner seul, sans le fils de ce pays. Jamais. Dès qu'il n'est pas, il appelle tout le monde, que le fils du pays, où tu es, ceux qui vont apporter les citoyens au Burkina. C'est-à-dire, les gens gouvernent pour leur intérêt, ils ne gouvernent pas pour le Burkina. Si c'était pour le Burkina que les gens gouvernent, ils allaient appeler tous les acteurs, tous les fils du Burkina, tu es où tu te trouves, c'est en Amérique, en France, viens nous aider pour qu'on trouve une solution à cette crise-là. Mais s'ils n'ont pas fait ça, c'est qu'ils sont sur le pays pour leur intérêt, ils ne sont pas là pour les Burkinabés. Vous qui êtes là sur la table, vous connaissez la vérité. Ils sont là pour leur intérêt. D'accord. Voyez-vous, écoutez-moi très bien. Les moyens qu'on met pour construire les routes,
les moyens qu'on met pour faire les campagnes, pour faire, ces moyens-là, on pourrait le mettre pour vaincre les terroristes. Merci, M. Traoré. Oui, Monsieur Traoré d'avoir appelé depuis la Côte d'Ivoire, depuis Diokoué, c'est tout à fait à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Sur la question qu'il a posée, la légitimité de ceux qui sont élus. Bon, ça, c'est une question de la qualité de la démocratie en général en Afrique. Parce que quand on regarde, c'est vrai, quand tu prends le fichier électoral pour un pays de 20 millions d'habitants, normalement, on devrait avoir, d'après les estimations que la CENI avait fait, on devrait avoir autour de 9 millions d'inscrits sur le fichier électoral. Or, on est aujourd'hui à 6 millions et quelques. Et même sur les 6 millions, le jour des élections, ceux qui se déplacent réellement pour aller voter, c'est très faible. Résultat, le président, si on remonte même à 1991, 98, 2005, on se rend compte que le président, il n'a jamais été élu avec plus de 2 millions de voix. Donc, attendez, mais ça montre la qualité. On est au thème de cette émission. Ah bon, déjà? Oui, on est au thème de l'émission. Nous avons fait 1h30 minutes. Non, parlant de... Un dernier tour de table, voilà, oui. Juste, quand il a voulu dire qu'il fallait composer avec tout le monde, moi je pense que l'exclusion, en fait, le CDP était une erreur. Le fait que le CDP n'ait pas eu de candidat, c'était pas une bonne chose. Oui, j'espère que l'ensemble des forces vives du Burkina trouveront le moyen de s'asseoir et discuter, comme on a su le faire après l'insurrection. Voilà. Pour terminer, si les acteurs politiques s'entendent sur un mode après 2020, je suis preneur, mais moi je reste pour l'instant dans l'option réaliste de prévoir des élections pour qu'on ait un gouvernement, même si sa légitimité ne sera pas plus grande que ce qui est passé, ce qu'on a connu dans le passé. Moi, je veux qu'on évite le cas du Mali, c'est-à-dire des élections qui n'ont de nom que d'élections, c'est-à-dire la reconduction de l'équipe qui a failli déjà. Et donc, je ne suis pas d'accord pour ça. Je viens dans le nouveau pot. Voilà, il faut renouveler. Les nouvelles bouteilles. Mais je dis en même temps que il faut travailler effectivement à recruter tout le monde. Et la meilleure solution, éventuellement, serait d'avoir que le président actuel conduise une transition. Mais encore faudrait-il qu'il donne des gages qu'il peut le faire. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, chers invités. On est au thème donc, de cette émission. J'étais avec Lengani Isaka, directeur journaliste et directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être passé sur le plateau. Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendre. Bendre est un bimensuel burkinabé qui paraît aussi en ligne. Merci d'être passé sur ce plateau. Il est directeur donc, de publication. À sa droite, Évariste Fassé-Konsebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Dernier invité, Vokouma Joacien, directeur de publication de Kasseto.net, qui a un grand reportage bientôt sur la chefferie des deux rois de Fadangourma. Donc on va donc suivre et lire ce qu'il en est. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.